merci d'abord à Jean-Benoît Zimmermann d'avoir accepté notre invitation. Euh, alors, Jean-Benoît va nous présenter son livre que voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Les communs. C'est donc un ouvrage paru en 2021 aux éditions Libre et Solidaire. Et d'ailleurs, vous pouvez toujours vous le procurer, soit auprès d'une librairie, soit auprès directement de l'éditeur. On vous a fait parvenir un lien à cette édition. Alors, le sous-titre Les communs, mais aussi Desjardins partagé à Wikipédia en sous-titre. J'avoue qu'effectivement, il était très difficile de faire une synthèse descriptive des communs dans le cadre d'un sous-titre d'ouvrage, mais j'ai été très impressionné à la lecture de l'ouvrage d'avoir une espèce de souci d'exhaustivité, à la fois historique et en même temps contemporain par rapport à une forme d'inventaire et d'analyse des différentes formes de communs. Alors cet ouvrage est très, très, très complet, très précis. Alors Jean-Benoît, bien évidemment, est économiste, chercheur au CNRS, et donc vous allez vous intéresser, Jean-Benoît, très vite à la notion des communs via l'ascendant que vont prendre les logiciels et notamment la question des logiciels libres. Et j'ai vu que vous citiez notamment Lionel Morel en la matière, enfin entre autres auteurs, que nous avons eu justement le bonheur d'inviter à plusieurs reprises, notamment autour de la question des communs numériques sur lesquels vous avez beaucoup travaillé et vous avez une expertise dont certainement vous nous ferez part à l'occasion de cette rencontre de ce soir. Dans votre ouvrage, il y a l'aspect bien évidemment historique du droit romain en passant par le bas et le haut Moyen-Âge jusqu'à l'extinction relative des biens communaux avec l'émergence du proto-capitalisme, notamment au XVIIe siècle en Angleterre, et puis le réavènement sous l'impulsion notamment d'Ostrom, des communs dans les années 90. Et bien évidemment, vous parlez aussi de l'usage, comme nous parfois, de l'usage un peu inflationniste que nous faisons des termes communs et bien communs dans notre environnement médiatico-politique aujourd'hui. Et alors, le lecteur pourra trouver dans votre ouvrage à la fois des considérations sur les biens publics mondiaux, ou les communs naturels, par exemple, comme l'eau, que une infinité de déclinaisons, les communs de la connaissance, mais aussi les communs territoriaux, les communs urbains. Et donc, votre ouvrage offre à des personnes qui souhaiteraient se munir d'un certain nombre à la fois d'approches conceptuelles et d'approches opérationnelles des communs. Votre ouvrage réussit quand même avec beaucoup de précision à nous donner quand même un panorama très exhaustif d'une notion qui est d'une complexité très forte, bien évidemment. Donc voilà, Jean-Benoît, vous avez, on se dit 15 minutes pour faire état de votre expertise, de votre analyse, et puis par rapport aux différents points que vous voudriez nous communiquer par rapport aux communs, et notamment par rapport à la manière dont ils sont perçus dans notre contexte contemporain. Voilà, c'est à vous. Ok, merci beaucoup. Bon, alors évidemment, en 15 minutes, je ne vais pas avoir le temps de vous dire toute la substantifique moelle de ce livre, mais je vais essayer simplement de vous en donner un aperçu du contenu et puis de vous donner envie de le lire, ce qui serait effectivement la plus grande réussite de cette présentation. Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre, en fait? Comme vous le savez, en fait, il existe beaucoup de littérature sur le thème des communs ou des biens communs, mais à ma connaissance, il n'y avait pas d'ouvrage de synthèse, tout au moins pas en français. Et ensuite, faire cette synthèse m'apparaissait extrêmement utile et nécessaire. Ensuite, comme vous l'avez souligné, le mot commun ou le vocable bien commun, c'est un mot valise à la mode. Tout le monde en parle, mais il n'est pas sûr qu'on parle tous de la même chose. Donc, il s'agissait de donner des éléments pour clarifier le propos. Ensuite, l'ouvrage que j'ai voulu faire voulait sortir du champ académique ou du champ des spécialistes pour s'adresser à un public large. Alors, je sais que ce livre, certains m'ont dit il faut quand même un certain effort pour le lire, mais d'autres m'ont dit au contraire c'est très facile à lire. Donc, je pense que je me situe dans un moyen terme qui permet que ce soit accessible à tout le monde, un public large, depuis les académiques qui peuvent être intéressés, étudiants ou chercheurs qui pourraient être intéressés, jusqu'aux simples citoyens qui réfléchissent
aux nouveaux modes d'entraide et de solidarité et de reprise en main de leur destin. Et notamment les militants qui font parfois du commun sans le savoir et pour lesquels des pistes de réflexion, voire du conceptuel sur leurs pratiques peut les aider à consolider leurs efforts. Alors, de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Une première définition pour parler de commun. Un commun, c'est avant tout un mode d'action collective. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Mode d'action collective et solidaire à l'égard d'une ressource partagée. Typiquement, on dira un bien commun. On va préciser ça. Il y a une grande variété de communs qui, depuis les prés communaux du Moyen-Âge au jardin partagé aujourd'hui, des prud'hommes de pêche en Méditerranée, aux salines de Guérande, des logiciels libres à Wikipédia, du mouvement des castors après la Deuxième Guerre mondiale aux supermarchés coopératifs, des monnaies locales au SCOP et au SKIC, donc une grande variété. Et pour essayer de s'y retrouver dans tout ça, je proposerai une typologie que j'ai essayé de construire, on en parlera un peu plus tard. Alors c'est un mode d'action qui est présent tout au long de l'histoire de l'humanité. Par exemple, on cite régulièrement dans cette littérature les précommunaux au Moyen-Âge. On pourrait citer, Elinor Ostrom cite aussi les systèmes d'irrigation communautaire aux Philippines qui sont observés dès le XVIIe siècle. Et ces phénomènes déjà anciens, mais qui se multiplient de façon spectaculaire à ce tournant de siècle, y compris avec la crise du Covid. Alors, ceci précisément, et est-ce un paradoxe ou pas, à l'heure où l'idéologie néolibérale prône plutôt le repli, le chacun pour soi, à l'heure où on constate l'éloignement des grands centres de décision économiques et financiers par rapport aux préoccupations des citoyens et des territoires. Alors, en quoi ces initiatives s'appuient-elles sur un même socle, de mêmes principes qui fondent leur efficacité? Alors, pour répondre à cette question, je m'appuie sur une tradition analytique qui, donc vous l'avez dit, est née des travaux d'Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie en 2009. Et donc, on va essayer d'avancer dans ce sens-là. Premier point, en fait, pour distinguer ce qui est commun et bien commun. Deux vocables qui sont souvent confondus où la distinction entre les deux n'est pas toujours très claire. Alors, très clairement, un commun, donc je l'ai dit, c'est un mode d'action collective sur une ressource, alors qu'un bien commun, on va le définir, c'est un bien partagé, finalement, cette ressource même sur laquelle il s'agit d'agir. Donc, une définition simple d'un bien commun, sans refaire l'historique des fondements et de l'évolution de la notion de commun ou de son statut, et sans oublier là où nous sommes aujourd'hui, à l'université du bien commun, une définition qui prend volontairement ses distances avec les approches ou les tentatives visant à positionner la notion de bien commun à l'égard des deux critères d'exclusivité et de rivalité sur lesquels se fonde la distinction notamment entre bien privé et bien public. Eh bien, donc moi, je propose la définition de bien commun, d'abord en disant que c'est un bien dans un sens large, c'est-à-dire ça peut être un bien matériel, immatériel, voire intangible, et il est commun en ce sens que son niveau, son état conditionne la situation, l'état d'une fraction plus ou moins grande de l'humanité, avec une échelle qui peut aller du micro-local à l'humanité tout entière, si on pense par exemple au climat avec le problème du réchauffement climatique. Cette dépendance des individus vis-à-vis de ce bien commun entraîne une interdépendance des individus entre eux vis-à-vis du bien en question. Et donc, cette interdépendance relève d'un intérêt commun et elle renvoie donc à cette notion d'intérêt commun qui est extrêmement importante. Alors, est-ce qu'on peut parler à ce niveau de communauté pour autant? On reviendra là-dessus. Il est sans doute un peu précoce pour parler de communauté. Et puis, donc, cette ressource commune, je parle de ressources communes parce que Ostrom utilise ce terme, Common Pool of Resources, qui est complètement central dans la littérature ici de ses travaux. Alors, donc ces biens communs, en fait, ils doivent faire face à deux grands types de périls. Le premier type de péril, c'est le manque d'attention qu'on peut porter à ce commun,
manque d'attention par défaut d'entretien, manque de vigilance par rapport à des comportements néfastes qui peuvent nuire au commun ou dégradation directe. Par exemple, la pollution d'une rivière ou d'une nappe phréatique. Et puis, dégradation aussi liée à la surexploitation. Surexploitation, dans l'exemple le plus commun, le plus courant, c'est l'exemple de la surpêche qui épuise une ressource halieutique, ou la congestion et l'accumulation de débris sur des orbites satellitaires, exemple qui est quand même un peu moins connu, mais qui est extrêmement important. Alors, l'un et l'autre de ces types de dégradation peuvent résulter de comportements opportunistes ou bien simplement de l'absence de prise en charge de l'intérêt commun. Si cet intérêt n'est pas pris en charge, alors effectivement, la dégradation est au rendez-vous. Et au cœur de cette menace, il y a la notion de dilemme social qui est presque toujours présente dans le cas d'un bien commun. Dilemme social quand l'intérêt individuel et l'intérêt collectif peuvent s'avérer antagoniques. Et c'est ce qu'on retrouve dans la littérature, sur le vocable de tragédie des communs, quand les comportements individuels ou l'absence de comportements collectifs peut apporter, de rationalité collective, peut amener à la dégradation, voire à la disparition de la ressource. Deuxième type de grande menace, c'est l'appropriation abusive. Et quand elle altère ou interdit l'accès à la ressource à ceux qui en sont exclus. Par exemple, la privatisation d'une rue servant de passage aux habitants de tout un quartier ou d'accès à un site naturel. À Marseille, il y a un certain nombre de cas comme ça qui sont tout à fait patents. Ou encore, dans un autre domaine, le dépôt de brevets sur des algorithmes informatiques dans un seul but spéculatif qui va empêcher effectivement l'innovation, qui va empêcher un certain nombre d'entreprises ou de développeurs de faire leur travail, et c'est ce qu'on nomme, par opposition à la tragédie des communs, la tragédie des anticommuns. Alors ces biens communs, précisément, je disais le manque d'attention peut être catastrophique, ces biens communs, ils ont besoin d'être gérés. Et pour être gérés, il y a différentes configurations qui peuvent entrer en compte. La première configuration, en fait, c'est l'absence de gouvernance, c'est-à-dire absence de gestion, et le bien commun reste la proie des prédateurs, et ce qui entraîne une grande menace sur sa durabilité. Un exemple terrible, c'est celui de la forêt amazonienne, qui a des conséquences sur notre vie de terriens à tous, et où la déforestation entraîne effectivement des conséquences sur le climat qui sont tout à fait catastrophiques. Ensuite, la gouvernance, elle peut être publique. Elle peut être publique, soit dévolue à l'État, donc qui va fixer des règles et construire des outils d'application de ces règles. Ça peut être aussi des collectivités territoriales, ça peut être des instances supranationales, à l'exemple de l'OMS qui définit des normes relatives aux médicaments antipaludéens, par exemple. Ça peut être des accords internationaux comme les COP, les Conference of the Parties, pour les grandes conventions internationales. Il y en a une sur le climat, dont on parle essentiellement. Ça peut être aussi des accords bilatéraux ou multilatéraux, par exemple sur l'exploitation d'une ressource, ce qui est le cas par exemple de la pêche dans des accords franco-britanniques. Et puis aussi, la gestion des biens communs peut être dévolue, rendue aux mécanismes de marché. Et c'est effectivement ce qui se passe dans les questions d'environnement, avec la taxe carbone et avec le marché des permis à polluer. Et puis enfin, elle peut être aussi, cette gestion, elle peut être celle d'une communauté d'acteurs qui s'en emparent pour en faire un commun. Et là, les travaux d'Elinor Ostrom montrent qu'un commun ne veut pas dire libre accès, et libre accès qui entraînerait cette tragédie des communs. Un commun définit les conditions de l'accès et intègre l'impératif de protéger la ressource et aussi, on le verra dans les communs informationnels ou de la connaissance, d'enrichir cette ressource. Alors ce passage d'une logique individualiste pure à une logique collective implique de mettre en place des dispositifs de coordination qui fondent l'efficacité de la coopération, d'où le rôle clé de la gouvernance. Donc,
après avoir défini un bien commun, on peut aller un peu plus loin dans la définition d'un commun. Là, je reprends effectivement la proposition de définition qui a été faite par Benjamin Correa à partir de l'investigation des travaux d'Ostrom. Benjamin Correa met en avant l'idée que trois dimensions essentielles sont constitutives de la notion de bien commun. D'abord, une ressource elle-même, on l'a compris, objet du partage, c'est le bien commun. Deuxièmement, la nature des droits et des obligations qui lient les participants au commun. Là, on comprend qu'il n'y a pas de commun sans commoners, sans participants du commun, il n'y a pas de commun sans communauté. Et la troisième dimension, c'est le mode de gouvernance du commun qui permet aux participants de faire respecter le système des droits et obligations qu'il régit, y compris en ce qui concerne la régulation, la défense contre les menaces qui pèsent sur le commun, menaces internes liées au comportement opportuniste ou menaces externes liées à des tentatives de prédation. Alors, comme je l'ai dit, il y a une grande variété de communs et donc je propose une typologie que je vais brosser très très rapidement. Les communs fonciers ou naturels, c'est la catégorie historique qui est le plus souvent qui est le plus, pardon, excusez-moi, la catégorie historique pour lesquelles se posent le plus souvent des problèmes de durabilité pour des ressources renouvelables et donc des problèmes de dégradation et d'épuisement dont on a déjà parlé. Évidemment, ces communs naturels peuvent être aussi des communs hérités ou construits par l'homme, comme j'ai parlé tout à l'heure d'un système d'irrigation communautaire qui n'existe pas à l'état naturel, mais qui a été construit par l'homme et qui fait partie de ces communs fonciers ou naturels. Ensuite, les communs de la connaissance ou communs informationnels qui ont été étudiés par Elinor Ostrom et Charlotte Hess dans la fin de la carrière d'Ostrom. Évidemment, ces communs de la connaissance ou communs informationnels ont été largement boostés par le phénomène de la numérisation. On parle même de communs numériques aujourd'hui. On pourra citer les logiciels libres, les logiciels open source, Wikipédia et tous les wikis, le décryptage du génome humain ou encore les bases de données stellaires. Alors, les communs culturels pour lesquels les outils juridiques que représentent les Creative Commons ont permis de proposer un outil, une vision alternative à celui du copyright. Enfin, ensuite, les communs territoriaux qui se définissent dans leur rapport organique au territoire, les communs sociaux qui sont souvent à une échelle locale ou micro-locale et qui visent notamment à répondre au creusement des inégalités socio-spatiales et de pallier les insuffisances de l'État-providence pour répondre aux besoins essentiels des habitants en matière de santé, de sécurité, d'alimentation, de logement, etc. Enfin, les communs urbains qui se sont largement développés avec la vague des mouvements Occupy et qui visent la réappropriation des ressources urbaines à l'encontre des velléités de privatisation et d'usage exclusif et qui englobent l'ensemble des initiatives de reprise en main citoyenne des conditions de vie urbaine. On pourra inclure dans cette catégorie des initiatives comme les supermarchés coopératifs, comme la Louve ou les Grains de Sel à Paris, le Cafouche à Marseille, mais aussi des régies de quartier, des crèches parentales, etc. Alors, dans quelle mesure ces communs peuvent-ils faire société? Dans quelle mesure peuvent-ils constituer la base d'un changement profond de nos sociétés sur les plans économiques, social, politiques? Est-ce qu'ils sont en mesure d'annoncer l'émergence de ce que d'aucuns ont appelé de leur vœu sous le vocable d'une république des communs? Ou bien leur multiplication amorce-t-elle une mutation profonde, un capitalisme en bout de course, ou bien manifeste-t-elle simplement l'émergence d'un contre-pouvoir citoyen qui serait susceptible de contrebalancer les excès d'un capitalisme mondialisé? Et surtout, est-ce qu'elle n'est pas la face émergée d'un phénomène plus profond
qui serait la progression de ce qu'on pourrait désigner comme l'esprit des communs et de poser ainsi les bases d'une nouvelle forme de démocratie. En même temps, s'il faut se garder d'une vision trop angélique de l'intérêt commun, l'agir en commun ne poursuit pas nécessairement des objectifs généreux et altruistes. Défendre l'intérêt d'un groupe, un intérêt commun au niveau d'un groupe, peut s'opposer à l'intérêt d'autres groupes, voire même à l'intérêt général. Par exemple, des ressources pastorales en alpage peuvent nuire au développement des usages récréatifs de la montagne. Ou encore, l'intérêt commun peut s'opposer à des intérêts individuels, comme on peut l'illustrer avec le syndrome qu'on a appelé NIMBY, Not in my backyard. Je suis tout à fait pour qu'un dispositif, par exemple, une salle de shoot ou un local d'accueil pour les SDF soit construit et ouvert, mais évidemment, je ne veux pas que ce soit dans mon quartier, je ne veux pas en supporter les conséquences. Voilà. Et donc, une dernière slide, quel avenir pour les communs? Les communs comme mode d'action collective et solidaire sont une réponse citoyenne au rouleau compresseur de la mondialisation économique et financière et à la rengaine néolibérale du TINA, There is no alternative, qui est vraiment très dominant dans notre société aujourd'hui. Ils ouvrent une troisième voie entre marché, État et marché, ce qui n'exclut ni la possibilité de soutien public, de soutien financier, matériel, humain, mais aussi législation pour donner à ces initiatives un cadre légal, ni la dimension productive et marchande. On évoquera ici le produire en commun, qui est aussi quelque chose d'extrêmement important. On l'a vu notamment dans la reprise d'entreprises par des salariés à travers des SCOC ou la création de SKIC, etc. C'est une démarche qui est considérée, qui est bottom-up, on dit, c'est-à-dire par le bas, au lieu d'être une démarche imposée d'en haut, et qui, en soi, est capable de mieux prendre en compte les besoins directs et la capacité d'agir de chacun, au contraire des limites de l'État-providence qui, trop souvent, déclinent à un niveau local des approches qui sont définies à un niveau national. Toutefois, il faut bien aussi là-dessus ne pas être angéliste. Le contexte est aussi celui d'une contre-offensive brutale de la logique propriétaire, avec le durcissement des régimes de propriété intellectuelle, ces nouvelles enclosures dont je parle dans le livre, notamment à propos du médicament et du logiciel, mais aussi la prédominance des mécanismes de marché dans des domaines comme l'environnement. J'ai cité déjà la taxe carbone et le marché des permis à polluer, ou encore l'externalisation et la privatisation de pans entiers des services publics. On a cité, ou du patrimoine public, on a beaucoup parlé ces derniers temps de la privatisation des barrages ou des aéroports. On pourrait citer aussi les partenariats public-privé, etc., etc. Et donc, ici, les communs, en fait, ouvrent une voie pour répondre à la décrépitude des services publics en les refondant à travers des communs pour retrouver l'esprit du programme du Conseil national de la résistance pour lequel, en fait, il s'agissait de répondre aux besoins essentiels des citoyens, quelle que soit leur appartenance sociale ou géographique. Et donc, il s'agit ici de les concevoir les services publics comme producteurs de valeurs sociales plutôt que de valeurs marchandes. On pense par exemple à toute la crise de l'hôpital aujourd'hui. Voilà, je vous remercie beaucoup et donc je serai heureux de continuer ce débat avec vous. Oui, voilà, merci Jean-Benoît pour cette intervention très claire. Vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez aussi, à travers le chat de discussion, poser des questions à Jean-Benoît Zimmermann et Claire va essayer de nous les faire remonter. Simplement avant de pouvoir dialoguer ensemble avec Jean-Benoît, moi j'avais une question à vous poser également sur le diagnostic que vous faites sur le devenir actuel des logiciels libres, parce que vous avez beaucoup travaillé cette question par rapport à l'émergence des GAFAM. Est-ce qu'il y a une menace
sur, disons, sur le logiciel libre, même s'il y a eu des tentatives de récupération ou d'instrumentalisation de Linux, par exemple, ou de choses comme ça. Quel est votre diagnostic actuellement par rapport aux évolutions récentes? Alors, oui, cette question, elle est extrêmement importante. Alors, je vous donnerai pas une réponse tranchée allant dans un sens ou dans l'autre, mais il y a un certain nombre d'enjeux qui sont extrêmement importants. Alors, pour mémoire, je voudrais rappeler deux choses. Je voudrais rappeler d'abord qu'au départ, les logiciels libres qui sont nés donc au tout début des années 80, sur l'initiative d'un certain nombre de gens et notamment d'un Américain qui s'appelle Richard Stallman, ces logiciels libres, au départ, étaient une affaire d'informaticiens, de développeurs pour les développeurs. C'est-à-dire qu'en fait, ça se passait dans un monde d'informaticiens qui, du coup, mutualisaient, échangeaient des ressources autour de ces logiciels de manière à avancer ensemble plutôt que d'avancer en concurrence les uns avec les autres. Depuis, en fait, le monde a énormément changé puisque tout le monde aujourd'hui utilise des logiciels libres, quelquefois sans le savoir. Quand vous surfez sur le net, vous utilisez des logiciels libres. Les grands serveurs Internet utilisent des logiciels libres et puis vous utilisez peut-être aussi des outils bureautiques comme LibreOffice avec laquelle j'ai fait ce diaporama, par exemple. Eh bien, donc, beaucoup de gens qui ne sont pas des développeurs utilisent des logiciels libres. Donc, il y a eu déjà une première grande transformation. Et cette grande transformation s'est aussi accompagnée par le fait qu'un certain nombre d'entreprises sont rentrées dans le monde du logiciel libre ou de l'open source. Petite nuance sur laquelle je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais donc, il y a eu un tournant marchand aussi dans le logiciel libre, qui a fait que aujourd'hui le logiciel est aussi affaire d'entreprise et une majorité en fait de contributeurs au projet de logiciel libre sont des gens qui sont salariés ou de leur entreprise ou directement des entrepreneurs qui participent à ces projets pour les faire avancer. Donc, vous voyez, le contexte est quand même complètement différent de celui qu'il a été aux origines. Alors, puisqu'on parle d'entreprise, il faut savoir, et là, effectivement, puisque vous souleviez la question des menaces, puisqu'on parle d'entreprise, il faut savoir qu'une entreprise comme Microsoft a été, dans les années 80, 90, voire même début des années 2000, a été un des plus grands, si ce n'est le plus grand, opposant au logiciel libre. Alors que ce n'est pas le cas d'autres entreprises comme IBM, par exemple, qui très vite, dès les années 90, a mis beaucoup d'argent pour supporter, pour aider un certain nombre de projets de logiciels libres. Alors Microsoft, en fait, dans ses débuts, Steve Ballmer, le patron de Microsoft, déclarait que le logiciel libre était un cancer pour le monde de l'informatique. Et ça, c'est quand même quelque chose de très, très marquant, des propos extrêmement durs. Et on avait tendance à opposer, en fait, le monde. Donc, il y a eu un fameux livre qui a été écrit par Raymond, un auteur américain, qui a écrit un livre qui s'appelle The Cathedral and the Bazaar, et pour opposer le modèle cathédrale, le modèle cloisonné type Microsoft de production de logiciels et le modèle du logiciel libre, qui n'est pas tant le bazar que ça, d'ailleurs, parce que c'est un monde qui est quand même très organisé, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais donc Microsoft, aujourd'hui, a libéré le code d'un certain nombre de ses produits, c'est-à-dire libéré, c'est-à-dire il en a révélé le code source et mis ce code source sous une licence open source, et il contribue lui-même, soit directement en payant un certain nombre de ses salariés, soit en supportant financièrement un certain nombre de projets logiciels. Alors, on pourrait s'en réjouir, on pourrait dire, mais c'est très bien, formidable, tout le monde s'y met. Le problème, c'est que, évidemment, on sait très bien que Microsoft ne fait pas ça par pure philanthropie. Il y a une idée de business qui est très forte derrière, parce que on a retrouvé la même chose dans les questions de standardisation dans les années
80-90, le fait de s'investir dans un domaine, c'est aussi l'idée de le diriger dans une certaine direction, d'en prendre les manettes, le contrôle, pour qu'il aille dans un sens qui vous soit favorable. Et en ce qui concerne Microsoft, de pouvoir, vous savez que Microsoft est quand même le champion de la vente forcée. Si vous avez des ordinateurs sous Windows, vous en apercevez tous les jours. Et donc, Microsoft a été condamné par la justice américaine, la législation antitrust et européenne à plusieurs reprises pour abus de position dominante de ce point de vue-là. Eh bien, Microsoft essaye de retrouver, d'imposer sa position dominante, y compris dans le logiciel libre. Donc, qui deviendrait quelque chose qui échapperait à sa logique de commun. Voilà. Donc ça, il faut savoir qu'on retrouve une situation qui est un peu similaire dans Wikipédia, puisque Wikipédia est utilisé de manière intensive, comme par Google, par exemple, comme vous pouvez vous rendre compte quand vous faites une recherche sur Google sur une personne particulière ou un film ou n'importe quoi, ou une notion, Google vous envoie tout de suite la référence du début d'un article Wikipédia. Et donc, utilise Wikipédia pour nourrir son propre business. Donc, en échange, la patronne de Wikipédia a râlé parce que des entreprises comme Google ou Microsoft ou l'ensemble des GAFAM qui utilisent Wikipédia ne contribuent pas suffisamment financièrement à soutenir la fondation Wikimedia, qui est la fondation qui soutient financièrement Wikipédia. Mais en même temps, le revers de la médaille, c'est que plus ces gens-là soutiennent financièrement, plus ils obtiennent de parts de représentation dans les instances dirigeantes de Wikipédia, et plus ils sont capables d'orienter Wikipédia dans un sens ou dans un autre, de faire effectivement, de prendre place à l'intérieur des instances d'orientation et de régulation de Wikipédia. Donc, c'est véritablement un vrai danger. J'en parle dans le livre. Et donc, vous citiez Lionel Morel. Lionel Morel a beaucoup travaillé sur cette question-là, de ce que j'appelle le dévoiement des communs. Et c'est effectivement une menace c'est une forme de prédation. Tout à l'heure, je citais la menace externe. La menace externe, elle peut prendre des formes de prédation qui ne sont pas nécessairement sous les formes de rachat ou de prédation sauvage, mais on sait très bien effectivement que la logique des GAFAM est une logique prédative qui est extrêmement forte, et là elle est présente, elle nécessite beaucoup de vigilance. Une question, je pense, qui sera intéressante. Et moi, je suis un peu frustrée du fait que vous n'ayez pas parlé du tout des jardins. Oui. Bon, mais alors, je vous donne, donc, je veux bien que vous en parliez. Et je crois que je suis pas la seule, parce qu'il y a une Marie que je connais de La Réunion qui fait sa thèse autour des communs et des jardins. Donc, je pense que c'est bien si vous en parlez. Et donc, la question de Marine Izquierdo, c'est, on entend parfois dire qu'il faudrait donner un statut aux communs, en l'occurrence les communs naturels. Qu'en pensez-vous? Quel type de statut selon vous? Alors, en ce qui concerne les jardins, donc les jardins partagés, oui. Je pense qu'il faut remonter assez loin dans l'histoire, en fait, parce que finalement, l'origine des jardins partagés, ce sont les prés communaux qui se sont développés partout en Europe au Moyen Âge, mais en fait, on en parle, la littérature parle surtout de cette période-là, parce que c'est une période sur laquelle on a des archives, et les historiens, on peut faire des travaux remarquables en la matière, mais évidemment, la notion de pré communal existait depuis très très longtemps à l'aube de l'humanité, en fait, à l'idée de partager une terre pour pouvoir en tirer les fruits. Ce sont des choses qu'on retrouvait, y compris dans un certain nombre de sociétés primitives
chez les chasseurs-cueilleurs, il y avait effectivement l'idée qu'on pouvait coexister. Alors, quelquefois, c'était coexistence ou rivalité, effectivement, puisque effectivement, on est dans un contexte, alors je reviendrai sur la notion de rivalité, hein, on est dans un contexte où l'usage commun peut entraîner des formes de concurrence. Alors, ça remonte à très longtemps, donc je dis quelques mots sur les prés communaux. Alors, les prés communaux qui s'étaient répandus un peu partout en Europe ont connu un arrêt à partir du moment, alors notamment aussi beaucoup l'exemple des Highlands, où au moment où s'est développé le marché de la laine et le commerce de la laine, il était devenu très intéressant pour un certain nombre d'éleveurs de moutons de s'approprier ces biens territoriaux qui étaient auparavant gérés collectivement. Et ils étaient gérés collectivement avec le fait qu'il y avait une variété notamment d'usages. Ce n'était pas simplement que chacun allait faire paître ses bêtes, mais il y avait une variété d'usages dans ces prés communaux qui faisait que c'était de véritables écosystèmes. Alors, les gens n'avaient pas réfléchi à des tas de concepts en la matière, mais à travers l'histoire et à travers les interactions entre les individus, se construit parfois des systèmes sociaux complexes qui sont extrêmement performants. Il y a des tas d'exemples dans l'histoire de l'humanité qui le montrent. Et donc, ces complémentarités entre différents types de cultures ou l'élevage et également l'habitat sur ces prés communaux en faisaient des écosystèmes complexes extrêmement riches et extrêmement capables de résister au fil du temps. Alors, ils ont été attaqués, on a parlé de tragédie des communs. L'idée de tragédie des communs qui a été en fait un argument, notamment de la part de ces éleveurs qui voulaient s'approprier ces prés pour y faire paître leurs moutons et à des fins effectivement d'usage extensif. Ça a été aussi dans la littérature. Il y a un fameux article qui a été écrit par un écologue qui s'appelle Garrett Hardin, un biologiste écologue dans les années 68, en 1968, qui s'appelle La tragédie des communs. Et Garrett Hardin explique que, étant donné prenant l'exemple des prés communaux, il explique qu'un éleveur qui a un certain nombre de bêtes qui pèsent sur ses prés, donc comme s'il n'y avait que l'élevage dans son exemple, finalement, il pourrait très bien, il a, mettons, 10 moutons qui fait paître sur ses prés. Dans le fond, il se dit, si je mets un 11e mouton, évidemment, ça fera un peu moins d'herbe à partager, mais ça ne changera pas grand-chose pour chacun de mes moutons. Et donc, je peux mettre un mouton de plus. Et puis, si je peux mettre un mouton de plus, je peux en mettre un deuxième, je peux en mettre un troisième. Et les autres éleveurs vont se dire la même chose. Et au bout du compte, finalement, il n'y a pas de limite à la croissance du cheptel global. Et donc, les prés ne seront plus capables de se renouveler, ils vont se dégrader. On a exactement le même exemple dans un autre domaine, si on pense à la pêche, la surpêche dans des domaines comme le thon rouge, par exemple. La réponse que propose Garrett Hardin et qui a été la réponse historique qui a été faite, c'est de dire il faut privatiser, il faut laisser le marché faire, la propriété privée et le marché au lieu de cette propriété collective gérée collectivement. Donc, maintenant, revenons-en, c'est ce qu'on a appelé le mouvement des enclosures, qui petit à petit s'est étendu sur l'Europe et a fait qu'une grande partie, pas la totalité, mais une grande partie de ces prés communaux, de ces prés gérés en communauté, a disparu au profit d'une exploitation capitaliste et exclusive et du gain de la propriété exclusive à l'encontre de ces prés.
Alors, les jardins partagés, finalement, c'est un retour en force, mais de quelque chose qui n'a jamais complètement disparu. Qui n'a jamais complètement disparu parce qu'on en retrouve des traces, notamment à travers les jardins ouvriers au début, à la fin du 19e siècle et au début du 20e, qui se sont effectivement aussi quelquefois sur des terres qui étaient allouées par la commune ou allouées par une entreprise dans le contexte d'un capitalisme paternaliste, un certain nombre d'entreprises allouaient à leurs employés un certain nombre de terres, ce qui permettait de leur dire cultivez vos légumes, ça permet aussi que je vous paye moins cher, évidemment. Et ces terres étaient parfois loties entre les différents employés, parfois elles étaient gérées de manière relativement commune, chacun s'entendant pour avoir un lopin et respecter le lopin de l'autre. Donc, ça, c'est la version un petit peu classique qui a réussi à se prolonger. Et en fait, la version moderne est revenue un peu en force, notamment aux États-Unis et à New York dans les années 70, où à New York, il y avait un certain nombre de terrains au cœur de la ville qui étaient clos et qui appartenaient à des promoteurs sur lesquels il y avait sans doute des projets d'ériger quelques nouveaux immeubles et qui étaient clos et inutilisés. Et donc, il y a eu tout un mouvement, effectivement, dans les années 70 pour se réapproprier ces terrains et cultiver de manière communautaire sur ces terrains. Alors ça a beaucoup inspiré, effectivement, le renouveau d'un mouvement de jardins partagés en Europe et en France en particulier. Et aujourd'hui, effectivement, il y a énormément d'associations. Les gens se regroupent en associations. C'est rarement complètement des individus les uns avec les autres, mais très souvent, ils s'associent et prennent un statut qui leur permet effectivement d'avoir une personnalité morale pour pouvoir revendiquer le droit de cultiver ces terres. Et bon, comme vous le savez, il y a aussi un certain nombre de communes qui aujourd'hui décident d'allouer des terres, de mettre à disposition des terrains pour qu'on puisse cultiver ensemble. Et cultiver ensemble, c'est aussi quelque chose. Enfin, moi, je connais un exemple à Marseille qui est un exemple formidable. Il y a une association qui s'appelle Brouette et compagnie, qui est dans le quartier de la Belle de Mai à Marseille. Et donc, le quartier de la Belle de Mai, comme vous le savez peut-être, est un des quartiers les plus pauvres d'Europe, qui est un quartier historique, qui n'est pas du tout, on pense toujours le quartier nord avec du béton, des grandes barres. Là, c'est pas du tout un quartier où il y a des grandes barres, c'est un quartier où il y a du petit habitat, souvent dégradé. Et là, donc, Brouette et compagnie a initié avec les habitants, enfin, c'est une association d'habitants, qui a initié un certain nombre de jardins partagés et en même temps, en faisant bénéficier chacun, en mutualisant. Le jardin partagé, c'est pas simplement le fait de cultiver un bout de terrain ensemble où chacun son petit lopin et se donner des conseils et des coups de main, mais c'est aussi faire partager la connaissance des plantes que les uns et les autres ont. Parce que une telle qui est d'origine portugaise a l'habitude d'utiliser telle herbe qui va pousser peut-être inopinément sur le terrain et que d'autres vont croire être de mauvaises herbes et vont arracher et qui vont lui expliquer ah ben non, telle herbe elle est au contraire extrêmement utile dans la cuisine, voilà ce qu'on en fait, etc. Et ces échanges sont extrêmement riches et ça fait partie, ça aussi, du commun. Le fait de mutualiser une ressource, c'est aussi apporter dans un réservoir commun. Ostrom parle de common pool of resources, et c'est un réservoir commun qui n'est pas simplement le bien commun du début, mais qui est un bien commun qui se construit, qui s'enrichit à travers ce que chacun apporte dans cette dynamique de commun et de communauté. Voilà. Alors maintenant, c'était quel statut Alors, je vous relis la question. On entend parfois dire qu'il faudrait donner un statut au commun, en l'occurrence au commun naturel. Qu'en pensez-vous? Quel type de statut selon vous? Oui, alors
alors, je ne suis pas juriste. Il y a un peu toute une histoire alors, est-ce que la question est de savoir s'il faut donner un statut au commun ou au bien commun, en fait. Alors, Pardon, excusez-moi, ce serait plutôt au commun naturel. Les forêts primaires, les océans, ouais. Voilà. Notamment statut juridique, effectivement. Alors, je voulais connaître votre point de vue. Si on regarde les communs naturels, en fait, alors, encore une fois, je suis un petit peu gêné par l'éventuel. Enfin, si on parle des biens communs naturels, les biens communs naturels, on les retrouve très loin. Ils ont un statut très loin. C'est res publica dans le droit romain, qui sont des biens qui n'appartiennent à personne et qui sont à la disposition de tous. Et là, c'est l'eau, c'est les rivages de la mer, c'est l'air qu'on respire, etc. Ça a été repris, on le retrouve dans le droit français, dans le Code civil après la Révolution française, cette définition un petit peu naturaliste des choses, de la chose publique, des choses publiques, de ces biens communs naturels. Alors maintenant, quand on parle de commun, est-ce qu'il faut donner un statut? Alors, c'est bien commun. Je veux dire aussi quand même que les Italiens, enfin tout au moins une partie des Italiens, ont voulu travailler à donner un statut dans la loi italienne. Donner un statut au bien commun. Et il y a eu tout un travail qui a été fait par une commission de la commission Rodotà qui a donné un statut au bien commun entre bien public et bien privé, puisque dans la Constitution italienne, il existait le statut de bien public et le statut de bien privé, et donc il s'agissait de lui donner un statut. Alors ce statut n'est pas rentré dans la Constitution italienne, mais un certain nombre de villes se le sont appropriées, notamment la ville de Naples, et donc la ville de Naples en fait a utilisé ce statut pour prendre une initiative, développer des initiatives pour développer des communs à l'intérieur de la ville, dans le territoire de la ville de Naples, et notamment pour permettre à un certain nombre de biens qui puissent être et qui sont délaissés de manière à qu'ils puissent être emparés par des citoyens de manière officielle et soutenus par la municipalité pour des projets dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt commun. Alors, c'est pas vraiment un statut en soi, un statut juridique pour des communs. Je pense qu'un statut juridique pour des communs naturels, je vois pas très bien comment on pourrait avoir un statut juridique. Quel statut donner à des communs sur les communs naturels? Parce que je pense qu'en fait, il y a des situations qui sont extrêmement différentes. Si je reprends l'exemple des prud'hommies de pêche au bord de la Méditerranée, les prud'hommies de pêche donc sont des groupements de pêcheurs. Donc ça existe depuis des siècles, et ces groupements de pêcheurs sont des groupements dans lesquels il y a un certain nombre de gens qui sont reconnus pour leur autorité parce qu'ils sont reconnus comme ayant une très bonne connaissance du milieu dans toutes ces dimensions, et donc ces prud'hommies permettent de répartir, de se coordonner sur des instruments de coordination extrêmement efficaces entre pêcheurs pour éviter la surpêche, pour permettre la surpêche ou la pêche inappropriée, pour permettre effectivement la durabilité de cette ressource. Ça, les prud'hommies ont un statut en tant que prud'homie. Dans d'autres cas, on va avoir des associations, par exemple, on va avoir un syndicat. Il y a des syndicats, par exemple, dans les questions d'irrigation, il y a des syndicats d'irrigation qui gèrent en commun l'irrigation d'un certain nombre de terres. Voilà. Et puis, dans d'autres cas, ce sont des communs qui sont complètement informels. Alors, le fait de pouvoir avoir un statut, ils peuvent au moins avoir un statut éventuellement associatif qui permet d'être reconnu comme personne morale et de pouvoir éventuellement
ester en justice s'il y a besoin pour protéger le commun de dangers qui peuvent le menacer. Il y a quand même tous les pays comme la Nouvelle-Zélande, le Mexique ou la Colombie qui ont changé leur constitution, enfin, qui ont inscrit dans leur constitution le statut juridique du bien commun d'un fleuve, même à propos du Gange. Et là, il y a le projet du Parlement de Loire, etc. C'est-à-dire que du coup, on ne considère plus du tout, par exemple, le fleuve comme une ressource, mais on essaie justement de le faire parler, de se défendre lui-même, de mettre en place toute une communauté ou une réflexion pour qu'il ait un statut juridique de personne morale. C'est ça. Après, on va sur le terrain des droits de la nature, mais certains opposent droit de la nature et commun. Mais pourtant, pour autant, commun, c'est un mode de gestion, l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. On pourrait très bien imaginer ces communs naturels avoir une personnalité juridique, tout en étant un commun naturel, donc géré de manière partagée avec toutes les caractéristiques que vous mentionnez. Pour réagir sur ce qui vient d'être dit, là encore, il s'agit plutôt… bonjour Marie, puisqu'on voit. Il s'agit essentiellement, quand vous parlez d'un fleuve, Claire, il s'agit d'un bien commun. Et effectivement, il y a tout un débat aujourd'hui sur la question de donner une personnalité morale à des non-humains. Et ça, alors là-dessus, il y a un débat qui est extrêmement important. Mais il est au niveau de biens communs que sont un fleuve, une forêt, voire une espèce animale dans un contexte particulier. Mais au niveau, là, par contre, quand il s'agit d'un mode d'action collective autour de ce bien commun, la question, effectivement, il n'y a pas de réponse simple à cette question de statut juridique. Ça dépend beaucoup de la manière dont les gens s'organisent. Parce que, par exemple, si je prends les prud'hommies de pêche, pour moi, j'aime bien cet exemple, parce que cet exemple, les prud'hommies de pêche sont un commun, sont un mode de gestion d'un bien commun qui sont les ressources halieutiques dans une zone de pêche. Et donc, pour moi, on voit bien, ce sont deux choses différentes. Et donc, les questions de statut juridique ne se posent pas de la même façon s'il s'agit de commun ou de bien commun. Ok, alors je vous fais part maintenant de la question de Joseph San Giorgio que je salue. Selon votre expérience, est-ce qu'il y a une juste échelle, taille et diversité du groupe, type de territoire, etc., pour que les communs vivent bien? Est-ce qu'il y a une juste échelle? Pardon. Alors, je dirais qu'il y a une échelle appropriée. C'est-à-dire qu'il y a une échelle appropriée dans la mesure où ça va dépendre du type de commun et du type de bien commun en question. Et donc, ça va pouvoir être extrêmement variable. Ça va pouvoir extrêmement variable selon effectivement la préoccupation et selon la manière dont les commoners, les participants au commun, vont pouvoir interagir. On a coutume d'entendre, on entend assez souvent que, et c'est d'ailleurs présent dans les travaux de Ostrom, qui a travaillé sur les communs naturels essentiellement, toute son école, puisqu'elle a fondé tout un groupe qui appuie effectivement sa théorie, sur les travaux desquels elle s'est appuyée pour construire son travail théorique. Donc l'école qu'on appelle l'école de Bloomingdale, ont travaillé essentiellement sur les communs naturels. Et Ostrom dit bien que, et elle rejoint d'autres auteurs plus théoriciens en la matière, elle dit bien que dans un certain nombre de cas et dans des échelles réduites, le fonctionnement en commun est un mode de coordination qui peut être extrêmement efficace pour gérer une ressource naturelle. Alors, quand on essaye d'aller au-delà de ça, on va s'apercevoir que selon le type de bien commun et le type d'interaction possible entre les participants, on va avoir des échelles complètement différentes.
Quand il va s'agir, par exemple, de monter une régie de quartier, c'est les habitants du quartier qui vont être concernés. On va se retrouver, ou quand il s'agit, comme par exemple, un autre exemple que j'affectionne, ici à Marseille, qui s'appelle l'Après-M, que je cite très succinctement dans mon livre, malheureusement, parce que quand je l'ai écrit, c'était les tout débuts de l'Après-M. L'Après-M, ce sont d'anciens salariés d'un McDonald's dans les quartiers nord de Marseille, qui McDonald's a fermé ce restaurant et a licencié ses salariés. Et un certain nombre de ces salariés ont lutté, d'abord par rapport à leur licenciement, et aussi pour récupérer le bâtiment qui était le bâtiment du restaurant. Et ensuite, on montait, notamment pendant la crise du Covid, on montait une structure pour apporter de l'aide alimentaire aux familles qui étaient vraiment dans une grande précarité alimentaire qui avait explosé à cause du confinement. Et donc, ils fonctionnent véritablement comme un commun, mais un commun, et aujourd'hui, ils sont en train de faire un certain nombre de démarches dans le but de réouvrir le restaurant, mais pour qu'il soit un restaurant ressource du quartier pour la population du quartier, et pas dans une logique multinationale telle qu'elle était gérée par McDonald's. Et donc, un certain nombre de gens sont impliqués, de gens du quartier, voire de gens qui sont extérieurs au quartier, qui viennent donner un coup de main en tant que volontaires. Mais donc l'échelle là, elle est aussi extrêmement locale. Elle est extrêmement locale et on pourrait trouver aussi encore des tas d'autres exemples en la matière. Si on va dans un contexte plus rural où il va y avoir coordination entre un certain nombre d'acteurs pour la défense du paysage, le paysage étant un ensemble complexe dans lequel interagissent à la fois des questions de culture, d'aménagement, etc., on va avoir effectivement l'échelle d'un territoire relativement localisé, d'un terroir, souvent on dit, ça va être l'échelle appropriée. Maintenant, si on passe au monde, puisqu'on les a cités, au monde des logiciels libres ou de Wikipédia, là, l'échelle, il n'y a plus d'échelle géographique. On est dans une échelle qui est une échelle d'intérêt commun. On est une échelle qui est une échelle qui n'est plus du tout spatiale, mais où ce qui relie les gens et ce qui leur permet d'interagir se trouve d'un autre ordre. On pourrait citer aussi, dans un autre ordre, tout ce qui tourne autour des citizen science, où un certain nombre de communautés de citoyens participent à des projets à visée scientifique. Donc, non, si on prend l'ensemble des types de communs qui peuvent exister, il n'y a pas d'échelle unique qui serait pertinente pour chaque, mais chaque commun a sa propre échelle qui dépend de la nature du bien et de la nature des interactions entre les commoners. Je fais encore juste une toute petite parenthèse, c'est que on se heurte là au fait que un certain nombre de biens communs, quelquefois en plein mais aussi en creux, si on parle de problèmes de santé par exemple, ou de problèmes de dégradation du climat. La dégradation du climat, en creux, c'est un bien commun, ou le climat, la non-dégradation du climat, c'est un bien commun qui concerne l'ensemble de l'humanité tout entière. Or, dans l'ensemble de l'humanité tout entière, c'est pas géré en commun. Ça sera jamais géré en commun par l'ensemble de l'humanité tout entière. Donc, ça veut dire que il doit y avoir des formes de commun qui sont des formes, et des formes de gestion. On a parlé des COP, oui, sûrement, très certainement, les COP ont un rôle à jouer là-dedans, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de communs qui peuvent avoir une forme d'action de manière beaucoup plus localisée sur le devenir d'un bien commun tel que le climat. Voilà. On parle de plus en plus de communs sociaux qui sont des communs immatériels.
mais dont on a du mal à en comprendre le sens. Comment peut-on les définir? Pouvez-vous en donner quelques exemples? Alors, pas très longs. Oui, alors, bon, je renvoie, bon, c'est un domaine sur lequel je me suis pas mal investi et je renvoie sur un article donc, que nous avons fait avec Jacques Garnier récemment. Et donc, vous pourrez trouver, si vous allez sur mon site personnel, vous pourrez trouver les références de ces papiers et il y a aussi un working paper plus important parce que l'article, on avait des contraintes de taille. Il y a un working paper beaucoup plus complet qui est sur HAL. Donc, vous pourrez trouver aussi les références sur mon site. Alors, mon site personnel, je vous l'indique, il est tout simple. C'est Jean Bezim, Jeanbezim, Jean-Benoît Zimmermann, condensé, jeanbezim.com. Et vous ne serez pas complètement étonné que vous tomberez d'abord sur mon autre casquette qui est ma casquette de photographe, parce que donc j'ai une casquette photographe, une casquette économiste, et l'accueil se trouve sur ma casquette photographe, mais en bas de la page, vous trouverez le lien vers la branche économiste de mon site. Et là, vous pourrez trouver effectivement cet article et la référence de l'article et aussi sur HAL le working paper du travail que nous avons fait avec Jacques Garnier. Alors, très très rapidement, de quoi parlons-nous quand on parle de communs sociaux? C'est effectivement un vocable relativement récent. Et quand nous parlons de communs sociaux, nous parlons essentiellement du fait que nous partons, disons, du fait que les inégalités socio-économiques se sont creusées, c'est pas un scoop de dire ça, au cours des dernières années et ont acquis un caractère spatialisé, de plus en plus spatialisé. Et que donc, et de ce fait qu'on se retrouve face à un ensemble de populations, de sous-populations. Quelquefois, les travaux de l'INSEE le montrent bien, hein, c'est vraiment à l'échelle d'un quartier, ou quelquefois à l'échelle d'une rue, ou des poches de pauvreté, ou bien des poches de mal-logement. On connaît aussi à Marseille, hein, vous avez entendu parler du cas de la rue d'Aubagne, et des problèmes de santé aussi, tous ces problèmes, des problèmes d'éducation, qui sont des problèmes qui sont extrêmement liés de manière étroite les uns avec les autres, se font jour de façon tellement spatialisée, tellement localisée que les modes d'action publique qui sont développés dans le cadre du modèle de l'État-providence deviennent totalement inefficaces parce que finalement on est confronté à de plus en plus de singularités dans ces questions-là. Et donc, face à ça, nous avons relevé qu'un certain nombre de citoyens se sont groupés pour essayer d'apporter des réponses à ces problèmes sur un mode extrêmement localisé. Donc, j'ai cité la PREEM tout à l'heure, mais d'autres exemples existent. Par exemple, si je reste, bon, évidemment, moi vivant à Marseille, je trouve que les exemples dans une ville comme Marseille sont des exemples extrêmement significatifs, mais il y en a à Montpellier, à Paris, à Lille, il y en a bien d'autres. Mais par exemple, il y a un groupement d'infirmières, un certain nombre d'infirmières libérales et hospitalières qui se sont regroupées, toujours dans les quartiers nord de Marseille, et qui, pour permettre d'aller vers un certain nombre de gens qui avaient cessé, notamment au moment du Covid, encore une fois, avaient cessé de se soigner, déjà se soignaient pas beaucoup avant, mais avaient complètement cessé de se soigner avec la crise du Covid, par peur, par manque de ressources, aussi, de lieux où aller, de maisons de la santé saturées, etc. Et donc, pour aller vers ces gens, pour arriver à les aider à retrouver le chemin des soins et de la santé. Voilà typiquement aussi quelque chose qui tourne autour de ce qu'on peut appeler des communs sociaux. Il y a des gens qui travaillent sur le mal-logement, qui se groupent avec des habitants pour lutter contre le mal-logement, etc., etc. Voilà en gros, pour moi et pour nous, avec Jacques Garnier,
les communs sociaux, ce sont avant tout des formes de reprise en main par les citoyens par rapport à des problèmes sociaux qui sont en général très localisés. On parle d'empowerment, certains parlent d'empowerment, je pense que le terme est assez juste en la matière. Il s'agit vraiment de reprendre en charge son destin dans ces domaines-là. Merci. On pourrait dire que c'est des formes d'auto-organisation dans un souci de solidarité. Tout à fait. Oui. Tout à fait, on y est en plein. Ah, oui.